Bon, alors, pour cette séance, je vais faire un peu de cours sur la relativité, et puis des petits exercices d'application, et puis l'activité 3 que je vous avais transmise, qui sont des utilisations concrètes de la relativité dans les domaines qui sont soit connus, soit célèbres pour le fait que ça illustre la relativité. Alors, on, on a fait déjà 2 activités là-dessus. Hier, on a fait une activité, je vais revenir dessus, qui est importante pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que, d'après le postulat d'Einstein, on arrive à la conclusion que le temps ne serait pas le même pour tout le monde, en fonction de ce qu'on fait. Je vais y revenir sur le petit exemple d'hier. Alors, d'abord, sur les postulats d'Einstein qu'il faut connaître, le seul postulat qu'il faut connaître, c'est que alors, les lois de la physique s'expriment de la même façon dans tous les référentiels galiléens. Ce cours, vous l'avez. Hein. Ça, c'est pas spécifique à Einstein. Hein. C'est Galilée disait la même chose, Newton aussi. Donc il a repris le principe qui dit que quel que soit le référentiel qui est galiléen, les lois, c'est les mêmes pour tous. En revanche, son postulat qui est nouveau, c'est ça. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement. C'est-à-dire que c'est la même pour tout le monde, quel que soit le point de vue. Et elle est invariante dans tout changement de référentiel galiléen. Donc si d'un seul coup je me mets à m'arrêter, la vitesse de la lumière, moi je la vois toujours avancer à la même vitesse. De plus, c'est une limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc c'est les 2 postulats nouveaux d'Einstein. La vitesse de la lumière, c'est la même pour tous, quel que soit le point de vue. Et c'est une vitesse limite, cette célérité dans le vide. Elle peut pas être dépassée par rien de matériel et rien d'ondulatoire, si ce n'est les ondes électromagnétiques qui peuvent aller à cette vitesse-là. Donc c'est une vitesse limite qui est égale à c, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, qui ne peut être dépassée par aucun signal transportant une information, ni aucune particule. Elle ne peut être atteinte que par des particules de masse nulle, comme le photon. Bon, ça c'est ces 2 postulats. C'est de de ces deux-là que vont découler le fait que le temps le temps mesuré va pas être le même en fonction du point de vue. Alors, il y a une remarque là. Qu'est-ce qui est fait? Bonjour Ahmed. Alors, je continue. Donc, si on part du principe que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, c'est la même pour tous et que c'est un maximum, on peut effectivement pas utiliser la composition des vitesses en disant que si j'avance dans un train et qu'en plus j'allume ma lampe de poche, la vitesse de la lumière va être égale à la vitesse de la lumière plus celle du train. Ça, c'est pas possible, puisque c'est une vitesse limite. Sinon, ça veut dire qu'on aurait dépassé la vitesse de la lumière si on éclaire dans le sens du train. Du coup, on est arrivé hier au constat, après avoir fait des calculs un peu lourds, un peu longs, mais sans même faire de calcul, un événement qui se déroule dans un référentiel qu'on appellera référentiel propre. Alors ça, ces termes-là, je vais les définir en cours, il faudra bien comprendre. Si je reprends l'exemple d'hier, ici c'est dans le référentiel propre, c'est-à-dire le train. J'ai un référentiel propre, c'est là où se déroule l'événement. Donc il faut comprendre cette notion de référentiel propre. Ici, il est là, c'est le train. Et on a fait des allers-retours de la lumière sur un miroir comme ça, au plafond, puis c'est revenu sur un détecteur en bas. Alors c'était pas un miroir, c'était un détecteur, un émetteur et récepteur. Donc il envoie de la lumière et il la reçoit. Et on mesure dans ce référentiel propre à l'aide d'un chronomètre, et on a un observateur qui s'appelle mobile, qui mesure la durée, et il l'appelle la durée propre, delta t. Pour la suite, comme c'est la durée qui est liée au référentiel propre, on mettra un petit p, parce que c'est la durée qui a été mesurée là où s'est déroulé l'événement. Maintenant, si je change de point de vue et que je me place du point de vue du sol, sur le sol, c'est-à-dire l'extérieur du train,
La lumière, au lieu de la voir faire un aller-retour vertical, comme le train avance, je la vois faire un biais comme ça. Elle est penchée comme ça. Elle voyage à la vitesse c dans les deux cas de figure. Sauf que la distance parcourue ici, elle est plus longue que ici. L'aller-retour, c'est simplement 2 fois h, la hauteur, ici. Alors que là, j'ai plus que 2 fois h puisque c'est penché. Donc, le chronomètre qui va chronométrer et qui va mesurer la durée de cet événement, la durée de l'aller-retour ici, il va mesurer une durée qu'on va appeler une durée mesurée, qu'on avait appelée delta t', mais nous, par la suite, on mettra delta tm, qui est nécessairement plus longue que la durée propre. Tout simplement parce que ça voyage à la même vitesse dans les deux cas, et que dans ce cas-là, la distance, elle est plus grande. La distance parcourue, l'aller-retour au plafond, là, il est plus grand. Donc si là j'ai d, la distance p, ici la distance que je pourrais appeler m du point de vue, elle est supérieure à la distance précédente. Donc comme ça voyage à la même vitesse, nécessairement ça prend plus de temps. Donc ce qu'on chronomètre dans un référentiel extérieur, ça dure plus longtemps que ce qu'on chronomètre dans le référentiel propre. Voilà ce qu'il faut retenir dans les idées générales. Après, il y a cette formule qui permet de lier les deux durées mesurées. Ça dépend de la vitesse à laquelle se déplace le référentiel propre. Alors je regarde juste parce que j'ai entendu un petit bruit, je ne sais pas si quelqu'un a posé une question ou si c'est quelqu'un qui s'est connecté. Je vais juste voir. Non, c'est quelqu'un qui a dû se connecter. C'est Valentin. Bonjour Valentin. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Bonjour Oussam. Bonjour Camille. Bonjour Anaïs. Et puis qui est-ce que j'ai pas vu encore? Je crois que c'est bon. Hein. Ouais, les autres je les ai vus. Alors vas-y Fatima, hein, prends la parole. Hein. Tu actives ton micro, tu parles. Hein. T'as fait une fausse manip ou tu peux prendre la parole Fatima si tu veux. T'appuies sur ton micro. Bon. Ah, elle se reconnecte. Allez, je continue. Donc, connaissant ces deux postulats, on arrive au fait que le temps est relatif. C'est-à-dire que le temps, les durées qui seront mesurées ne seront pas les mêmes suivant le point de vue pour un même événement. Donc, dans la théorie de la relativité, un événement est défini par un point de l'espace en un instant unique. Donc, dorénavant, quand j'étudierai un système, il faudra que je définisse un référentiel dans lequel est le système, et puis dedans un repère, on l'avait déjà fait en méca, au XY, mais en plus de ça, au XYZ, en plus de ça, il faut aussi une horloge qui mesurera ici des durées propres. Voilà tout ce qu'il faut définir quand on étudie un objet en mouvement. Il faut définir dans quel référentiel on est, quel repère et quel est le chronomètre qui est lié à ce référentiel. Parce que si je me place de point de vue d'un autre référentiel, un référentiel bis, qu'on peut appeler M, référentiel mesuré, qui est extérieur, je vais avoir un autre repère, du coup la trajectoire sera pas la même, et puis je vais avoir une autre mesure de temps, qu'on pourra appeler delta tm, donc une autre horloge. Donc il faut des points de l'espace et un instant. Donc le temps n'est pas absolu, deux événements simultanés dans un référentiel ne le sont pas dans un autre référentiel en mouvement par rapport au premier. Tout référentiel doit être associé à une horloge qui lui est propre, c'est ce que je viens de dire, il faut toujours qu'il y ait une horloge avec le référentiel. Donc là j'ai un référentiel extérieur, j'ai une horloge qui va avec, ou un chronomètre, peu importe, quelque chose qui mesure le temps. Maintenant la dilatation du temps. Alors il faut bien comprendre cette durée propre, ce temps propre, ou cette durée mesurée ou temps mesuré. Ici, voyons la petite image que je vous ai mis. La durée propre de ma sieste a été de 5 minutes. On voit ici qu'il y a un référentiel, c'est la navette, dans lequel il y a un repère avec 3 axes, O, X, Y, Z. Et puis vous avez une horloge qui est reliée à ce référentiel propre. Et le vaisseau, lui, et le référentiel aussi, avance à la vitesse V. Maintenant, si on compare avec le point de vue de quelqu'un d'extérieur,
Si lui dit que la durée propre de ma sieste a été de 5 minutes, quelqu'un qui serait sur Terre, si la navette va très vite, hein, elle peut dire j'ai mesuré une durée plus longue. Donc une durée qui vaut pas 5 minutes, mais peut-être 10, 20, j'en sais rien. Parce que ici, on est en train de mesurer une durée depuis un référentiel qui est extérieur à l'événement. La sieste s'est déroulée dans la navette. Donc on mesure une durée mesurée. Et pas une durée propre ici, qui est liée à une horloge qui est dans le référentiel. Donc ça, il faut bien comprendre la distinction entre propre et mesuré. Donc le référentiel propre d'un objet, c'est le référentiel dans lequel cet objet est immobile, c'est-à-dire le référentiel lié à l'objet. On parlera dans une activité du référentiel d'une particule. Une particule, un proton, un muon, un électron, qui voyagent ces particules-là peuvent aller très très vite, elles, contrairement à des êtres humains pour lesquels ces effets relativistes ne se font pas sentir. Mais une particule peut aller très très vite. Et donc, son référentiel à elle, c'est le référentiel qui est lié à la particule, donc qui voyage avec elle. Donc il n'y a pas vraiment d'objet qui voyage avec la particule, mais c'est elle-même son référentiel. Donc si par exemple on a affaire à des particules, on le verra, qui ont une durée de vie moyenne, avant de s'éteindre ou de se désintégrer, dans ce cas-là, la durée de vie, on parlera d'une durée de vie propre dans son référentiel. Mais pour un observateur extérieur, cette durée de vie pourrait être plus longue. On le verra. Une durée propre, c'est un intervalle de temps entre deux événements se produisant au même lieu d'espace et dans le référentiel lié à l'objet, le référentiel propre. Cette durée est lue avec l'horloge associée au référentiel propre. Par opposition, la durée mesurée, qu'on pourra noter delta Tm, on le verra dans le cours, hein, c'est marqué dans le cours, ou durée impropre, est l'intervalle de temps mesuré entre deux événements par une horloge associée à un référentiel en mouvement par rapport au référentiel propre, c'est-à-dire un référentiel extérieur et qui est en mouvement. Alors ça peut être le référentiel propre qui avance, mais on pourra considérer que le référentiel extérieur bouge quand même par rapport au référentiel propre, parce qu'on ne sait jamais qui bouge de l'un des deux. Hein. Le mouvement, c'est relatif. Maintenant, la dilatation des durées. Qu'est-ce qu'elle dit? Si on considère un référentiel R et un autre référentiel qu'on appelle le référentiel propre d'un objet, en mouvement l'un par rapport à l'autre, donc j'ai deux référentiels qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, le référentiel extérieur R et le référentiel propre. Alors, si R et RP sont galiléens, donc si ces deux référentiels sont galiléens, la durée mesurée delta Tm d'un phénomène lu dans le référentiel extérieur et sa durée propre, delta Tp, lu dans le référentiel propre, sont liés par la relation qu'on a vue en cours. Delta Tm est égal à gamma fois delta Tp. Et ce gamma, c'est le facteur de Lorentz, on l'appelle comme ça. Il vaut 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Il faut savoir l'utiliser. Si je suis à faible vitesse, ce rapport-là, il est tellement infime, parce que la vitesse de la lumière, elle est grande, hein. Donc le rapport, quand je divise par la vitesse de la lumière au carré, ça me fait des valeurs tellement infimes que c'est comme si j'avais divisé par 1, tout ça. Parce que ça la plupart du temps, c'est égal presque à 0, ça tend vers 0. Ça. Sauf que si je vais très vite, si ma vitesse elle est rapide, alors ce rapport-là, il est plus négligeable. Et dans ce cas-là, je vais avoir un gamma qui ne sera pas égal à 1. Alors, on verra quelques applications. Hein. V, c'est la vitesse de référentiel propre par rapport au référentiel extérieur. Et gamma, on l'appelle le coefficient de dilatation. Et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Comme gamma est toujours supérieur à 1, toujours, vous pouvez prendre ce calcul-là, hein, vous divisez toujours par un chiffre qui est plus petit que 1. Donc nécessairement, le gamma, il est supérieur à 1, tout le temps. Soit égal à 1, presque, soit supérieur à 1. Ce qui signifie que la durée mesurée depuis l'extérieur, elle est toujours plus grande que la durée propre. Donc ça permet de comprendre pourquoi est-ce que Einstein, il a imaginé que s'il envoyait deux jumeaux, l'un dans l'espace, dans une fusée qui va très vite, et puis un autre qui reste sur Terre, et s'il a les deux jumeaux, alors c'est une expérience de pensée, parce que ça peut pas être mesuré, ça. Si ces deux personnes ont exactement le même âge, donc des jumeaux au moment où la navette décolle, on peut imaginer que
Si ce personnage, je sais pas, il voyage pendant 1 an dans son référentiel propre, donc il a vécu des choses, des événements qui ont duré 1 an, donc delta TP, sa durée propre, c'est 1 an. Alors on peut imaginer que celui qui est resté sur Terre, qui n'a pas voyagé à cette vitesse, qui regarde ce qui se passe depuis l'extérieur, lui, il chronomètre une durée bien plus longue. Donc je dis n'importe quoi, mais je peux dire, admettons, 10 ans, 10 fois plus long. Ça veut dire que si le premier jumeau qui est parti dans l'espace, là, lui, il revient sur Terre, quand il revient sur Terre, au bout d'1 an, et qu'il se compare à son frère, il a pris qu'une année, alors que l'autre a vieilli de 10 ans. Voilà les espèces de paradoxes auxquels on peut arriver si on imagine une expérience et un voyage comme celui-là faisable. Alors dans Interstellar, c'est un film qui est intéressant à regarder pour ça. On parle un petit peu de ces effets-là et on a quelqu'un qui voyage, qui retrouve sa fille qui est plus vieille que lui, etc. On dit qu'il y a dilatation des durées pour un objet en mouvement du point de vue d'un observateur fixe. Alors, on va voir si vous avez à peu près compris ces concepts. Je vais vous laisser juste quelques minutes pour répondre à des questions simples, savoir si vous arrivez à appréhender comme il faut les choses. La première question de l'exercice 3, page 252. Peut-on calculer la vitesse d'une étoile par rapport à la Terre en mesurant la vitesse de propagation de la lumière issue de cette étoile? Ça, c'est une première chose. Je vous laisse y réfléchir. Et exercice 5, définir la notion de temps propre. Donc, je vous laisse aller pas très longtemps, 4-5 minutes, je vais regarder l'heure, pour réfléchir à ces deux situations et à la réponse que vous pourriez donner de façon argumentée. Il est 55, à 16 heures, je reprends la main. Alors. Bonjour Marion. C'est pas grave pour le retard. Passer une prise de sang, tu t'en sors pas, toi. Hein, t'as pas de bol. Hein. Fatima, tu veux prendre la parole? T'arrives pas à... Enfin, je sais pas, on dirait que tu veux demander la parole, mais... Donc, je vous remets l'image, là. Alors, si vous comprenez bien la question 3, la question c'est est-ce que une étoile qui envoie de la lumière dans toutes les directions, si on se place sur Terre et qu'on capte cette lumière, qui arriverait directement sur la Terre, si j'arrive à mesurer la vitesse de propagation de cette lumière, est-ce que je vais pouvoir en déduire la vitesse de déplacement de cette étoile? Alors admettons, je sais pas moi, que cette étoile, elle se déplace en direction de la Terre, je sais pas, je dis n'importe quoi, à une vitesse grand V. Est-ce que mesurer la vitesse de la lumière permettrait de connaître la vitesse de l'étoile?
Alors, est-ce que quelqu'un aurait la réponse à la première question? Est-ce qu'on peut déduire de cette vitesse de la lumière la vitesse de l'étoile? Déjà, vous pouvez répondre par oui ou par non, hein. Oui pour Valentin. On peut faire la différence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Ahmed? On peut faire la différence entre deux mesures de la célérité et après on peut donner la vitesse de l'étoile. Ok, j'ai deux propositions. Euh, on va faire un petit sondage très rapide pour voir. Vous êtes 21, allez-y, vous répondez au sondage. On va voir si... J'ai déjà eu deux réponses dans le chat qui étaient des réponses oui, mais on va voir un petit peu quelles sont les tendances. Vous avez... Alors soit vous êtes influençable et vous répondez la même chose que tout le monde, soit vous êtes tous super forts et vous répondez tous juste, soit vous êtes tous super mauvais et répondez tous faux. Mais en tout cas, vous êtes tous du même avis pour l'instant. Alors, Ahmed, t'as pas répondu? Ça veut dire quoi, ça fait haut. Quentin, t'as répondu ou t'as pas répondu? Ah oui, t'as répondu. Donc c'est Gada qui a pas répondu, Sam. Ah ouais. Inès n'a pas répondu, Louisa, Marion, Pauline, Sandra, Sarah, Sonia, vous n'avez pas répondu. Ouais, j'ai vu que t'avais répondu à Ahmed. Bon. Il manque la réponse de Gada, Inès, Louisa, Marion. Je sais pas qui répond quoi, je sais qui n'a pas répondu, c'est tout. J'ai une réponse non. Et pour le moment, que des réponses oui. Il manque encore la réponse de Gada, qui se reconnecte, Marion aussi et Sarah. Bon, allez, on va... Qui a répondu non? Et c'est assumé sans crainte. Qui est-ce qui a répondu non? Ah, il a été enlevé le nom. Pourtant, c'était la bonne réponse. La réponse, c'est non. Ah, c'est Péroline qui dit non, en fait. Donc la réponse était non. Alors, je vous explique pourquoi. Ici, pensez qu'en mesurant cette vitesse de lumière, on va pouvoir déduire la vitesse de l'étoile. Alors, on peut le faire on peut le faire en analysant la lumière avec l'effet Doppler. Ça, on l'avait vu, mais c'est pas ce qu'ils disent ici. Ils disent ici que c'est en mesurant la vitesse de la lumière qu'on en déduira la vitesse de l'étoile. Bah, de toute façon, ici, on est dans quoi? On est dans le vide. Donc, la vitesse de la lumière, c'est c. Et c'est la même pour tout le monde. Donc, ça ne peut pas être une vitesse qui dépend de la vitesse de l'étoile.
Du coup, connaître cette vitesse de propagation, ça me donne aucune information sur le déplacement de l'étoile. Ça le ferait si je pensais que ici j'ai la vitesse de la lumière plus grand V. Sauf qu'on a dit que c'était faux, ça c'est pas possible puisqu'on peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc non, la sérité de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source. Donc le résultat, de toute façon, quoi qu'il arrive, que l'étoile s'éloigne, qu'elle parte vers le haut ou qu'elle se rapproche de la Terre, la sérité que je vais mesurer sera toujours C dans le vide. Quelle que soit la vitesse de l'étoile, la vitesse de la Terre par rapport à l'étoile, etc. Donc ça restera C. Donc la réponse était non. Donc vous êtes tombés tous dans le panneau, sauf Péroline. Je ne sais pas si c'est elle qui a répondu non, mais manifestement c'est elle. Donc bravo Péroline. Maintenant pour finir, définir la notion, pour continuer, définir la notion de temps propre. Ah, il y a des remarques, je sais pas, j'ai entendu biper. Ah, c'est Inès qui avait mis non. Alors bravo Inès. Et pourquoi t'as pas assumé quand j'ai demandé qui est-ce qui a répondu non? Faut assumer ces réponses. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Alors la durée propre d'un phénomène concernant une particule, c'est-à-dire que sa durée de vie, sa durée d'existence, est caractéristique d'une particule. Par exemple, je sais pas moi, je prends le carbone 14. Carbone 14, c'est radioactif, c'est une particule c'est un peu plus qu'une particule quand même, mais ça a une durée de vie. Il y a certaines particules qui se désintègrent au bout d'un certain temps. Cette durée propre, est-ce qu'elle doit être définie dans le référentiel terrestre ou dans le référentiel où la particule est immobile, c'est-à-dire le référentiel propre? La réponse est contenue dans la question. Hein. La durée propre, delta Tp, doit être définie dans le référentiel où la particule est immobile, c'est-à-dire le référentiel propre. Durée propre, c'est une durée mesurée dans le référentiel propre, donc dans le référentiel dans lequel la particule est immobile. Donc il faudrait que je puisse être sur la particule pour mesurer sa durée de vie véritablement, ou alors avoir une particule qui est immobile par rapport à moi, pour pouvoir être sûr que sa durée de vie, c'est bien la bonne, c'est bien celle que je mesure. Un dernier petit exercice comme ça pour voir si vous comprenez à peu près ces concepts. On imagine 3 vaisseaux spatiaux, A, B et C, représentés sur le schéma ci-dessous. A et B sont immobiles par rapport à un référentiel R. Autrement dit, ça veut dire que les deux, ils avancent à la même vitesse l'un par rapport à l'autre. Donc A et B sont immobiles l'un par rapport à l'autre, par rapport à un référentiel R. C se déplace à une vitesse constante et proche de C, proche de la vitesse de la lumière, par rapport au référentiel qui est lié à A et B. Représenter à nouveau dans le référentiel R les 3 vaisseaux et leur horloge embarquée lorsque C passe à proximité de B. Donc on va représenter les mêmes navettes avec des horloges dessous, mais C, cette fois-ci, le vaisseau, il sera à ce niveau-là. Alors, il faudrait que je le fasse en blanc, mais il sera à ce niveau-là. À vous d'imaginer les horloges. J'ai mis pause, tu peux remettre un. Ouais. Les horloges qui vont être dessous. Donc, je sais pas, cette horloge, on peut imaginer que à la fin, elle sera sur 10. À vous d'imaginer sur quel emplacement sera l'horloge du vaisseau C. Donc le but du jeu, c'est de savoir un petit peu qui sera en retard par rapport aux autres. Donc là, vous devez essayer d'imaginer si cette horloge, je fais les trois réponses possibles. Tac. Les 3 réponses possibles, si je fais l'aiguille en rouge, c'est que
l'aiguille soit au même niveau que les deux autres horloges, c'est-à-dire qu'elle soit sur le 10. Ça, c'est le premier scénario. Qu'elle soit sur le, je sais pas, on va dire sur le 5. Deuxième possibilité. Ou encore, je vais le faire en noir, qu'elle soit sur, admettons, le 15. C'est des exemples, hein, mais en gros, est-ce que ça a pris du retard? Est-ce que c'est la même durée? Ou est-ce que ça a duré plus longtemps pour C? Donc, à nouveau, on va faire un petit sondage. Le C, non. Le C, qu'est-ce que tu veux dire par là, le C? Alors, je vais faire un petit sondage à nouveau. Le sondage, c'est... non, pardon. Donc, l'horloge, elle doit être sur... Hop. Comment je le fais là? Ok. Mise à jour. Voilà. Donc est-ce que l'horloge sera sur 1, sur 2 ou sur 3? Je vous remets les scénarios. Est-ce que le vaisseau C aura mesuré la même durée que les vaisseaux A et B? Est-ce qu'il sera sur 2 ou est-ce qu'il sera sur 3? Je vous laisse répondre à tout ça. Ça se mouille pas beaucoup là. Hein. J'ai que 4 réponses là. Alors je sais pas si vous voyez en même temps les résultats du sondage. Moi en fait je vois qui a répondu quoi. En fait je le vois. Non, vous voyez que l'exercice. Alors, pour le moment, Péroline, Sandra et Sonia ont répondu juste. Là, cette fois-ci, Inès, t'as répondu faux. Célestine, c'est juste. Lilia, c'est juste. Hussam, c'est juste. Alissa, c'est juste. Gada, c'est bon. Lilia aussi. Bon, c'est réponse 2. C'est la 2, la bonne réponse. Alors, pourquoi? Il n'y a qu'une seule navette qui est en mouvement par rapport aux deux autres. Donc, celle-là qui avance par rapport aux deux autres. Ce qui signifie que les durées qu'elle va mesurer, qui sont des durées propres, delta TP, dans son référentiel propre,
elles vont être plus courtes que la durée delta Tm mesurée depuis un référentiel extérieur, depuis le référentiel R. Ce qui signifie que si la durée est plus courte, l'aiguille elle a moins avancé sur le cadran, donc elle est en position 2. L'horloge, on dit qu'elle a pris du retard sur l'horloge du référentiel R, parce que ça a avancé moins vite. Donc dans le référentiel R, seul C est en mouvement. Les horloges A et B donneront des indications identiques, tandis que l'horloge C sera en retard. Donc attention à une chose, c'est très bizarre ces concepts-là, de comprendre et d'y voir clair, mais c'est pas parce que cette horloge-là a pris du retard, donc delta TP, de toute façon delta TP, c'est toujours inférieur, toujours plus petit que delta TM, qui est ici, delta TM. Alors, c'est pas parce que ça a pris du retard que les gens qui étaient dans cette navette, ils ont vécu au ralenti, en parlant avec des voix graves, en faisant que des choses au ralenti. Ils n'ont vécu que 5 minutes, pendant que les autres ont vécu 10 minutes. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire des choses qui ont duré 5 minutes pour eux, pendant que les autres ont pu faire 2 fois plus de choses, puisque le temps a duré 2 fois plus longtemps pour eux. Donc faut pas penser que quand on va vite, le temps ralentit. C'est pas que le temps s'écoule moins vite. Le temps pour moi, je vieillis à la même vitesse, je parle à la même vitesse, je cours à la même vitesse, je fais tout comme d'habitude. Mais je me rends pas compte qu'en fait, ce que je vis moins de choses que les gens qui sont restés immobiles. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais c'est vraiment pas facile à comprendre. Alors, voyons une dernière situation un peu bizarre. Ce sont que des situations imaginaires. Après, on va voir des cas concrets. En voyage dans un vaisseau spatial intersidéral, se déplaçant à une vitesse proche de C, Gluck veut faire cuire un œuf à la coque comme il le faisait dans le passé. Donc, c'est Gluck qui est dans son vaisseau spatial. Il veut faire cuire son œuf. D'habitude, sur Terre, il lui faut 3 minutes de cuisson. Est-ce que Gluck, qui est dans l'avion, va devoir faire cuire son œuf pendant 3 minutes, plus de 3 minutes ou moins de 3 minutes? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc, il veut faire cuire son œuf. Est-ce que ça lui prend plus de temps, le même temps que d'habitude, que sur Terre, ou moins de temps? Je vais refaire un dernier sondage, enfin un autre sondage. À vous de jouer. Bravo Péroline, bravo Sonia. Bravo Louisa, bravo Fatima. Ouais, bravo Sandra. Bon, quelqu'un a retiré sa réponse qui était juste. Gada, bravo, c'est le 1. Bon, allez, je reste pas trop longtemps dessus. C'est effectivement la réponse 1. Parce que je sois sur Terre ou que je sois dans une navette spatiale,
l'événement cuire un œuf, donc que je sois sur Terre ici, ou que je sois dans la navette spatiale, l'événement, le fait de faire cuire mon œuf, cet événement-là, quand je suis sur Terre, il se déroule sur Terre. Quand je suis dans la navette, ça se déroule dans la navette. Donc, la durée de cuisson, que je sois sur Terre, je vais l'appeler la durée propre quand même, puisque cette durée, je la mesure, l'événement se déroule dans mon référentiel propre. Donc, la durée de cuisson de l'œuf sur Terre, c'est une durée propre. Mais la durée de cuisson dans la navette spatiale, c'est une durée propre aussi, puisque l'œuf, il cuit dans la navette, donc dans le référentiel propre. Donc que je le fasse cuire sur Terre ou dans la navette, ça va me prendre 3 minutes dans les deux cas, parce que c'est l'événement qui est lié au référentiel. Donc la relativité du temps n'intervient que si on compare plusieurs référentiels. Là, on a juste fait un événement dans un référentiel donné. Donc si le vaisseau constitue un référentiel galiléen pour le cosmonaute, il n'y a aucun changement dans les phénomènes observés par rapport à ce qui se produirait sur Terre dans les mêmes conditions. Il faudrait la même durée de cuisson mesurée sur la montre. C'est-à-dire que sur ma montre, quand il s'écoule 1 an, j'ai vieilli de 1 an. Sur Terre, quand ma montre s'écoule d'1 an, j'ai vieilli de 1 an. Maintenant, si je compare ces deux référentiels, l'œuf qui aura cuit le plus rapidement, alors la durée propre ici sera plus courte que cette durée-là. Donc l'œuf qui aura cuit le plus rapidement, c'est l'œuf sur Terre, si je compare les deux événements simultanés. Mais ça aura duré 3 minutes sur Terre, ça aura duré 3 minutes aussi dans la navette spatiale. Mais si je compare les deux durées, il y en a un qui sera cuit avant l'autre. C'est tout bizarre ça. Hein. Bon, voyons maintenant un cas vraiment un peu plus scientifique et concret. Donc dans l'activité 3 que je vous ai envoyée, il faut essayer de comprendre en quoi la relativité a permis de comprendre comment les muons peuvent traverser l'atmosphère et arriver sur Terre. Donc les muons, ce sont des particules qui portent la même charge électrique que l'électron, qui ont une masse très grande, 207 fois plus grande que l'électron. C'est pas très grand, mais c'est plus grand que l'électron. On l'appelle l'électron lourd. Les muons sont produits par l'interaction entre le rayonnement cosmique émis par le Soleil et la haute atmosphère de la Terre. C'est-à-dire que à une altitude d'environ 10 km dans l'atmosphère, là j'ai la Terre, j'ai l'atmosphère, j'ai le rayonnement cosmique qui arrive, et c'est à cette altitude-là, à 10 km, que vont se fabriquer des muons, donc ces particules un peu bizarres, chargées. Donc j'ai des muons là qui vont se créer et qui vont avancer et se diriger vers la Terre. Un muon repos se désintègre normalement en moyenne au bout d'une valeur de 2,2 microsecondes. C'est-à-dire qu'en fait, sa durée de vie est en moyenne de 2,2 microsecondes. Après, il n'existe plus. Il s'est dissipé en énergie, c'est tout. Les muons émis dans la haute atmosphère le sont avec une vitesse égale à 99,8% de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc 99,8% fois c. On considère souvent le fait de pouvoir détecter les muons à la surface de la Terre est une preuve expérimentale de la dilatation des durées. Cette partie propose de comprendre cette affirmation. Bon, alors je vous laisse essayer de répondre aux questions. Je vais vous aider un tout petit peu et vous laisser un peu chercher. Calculer la distance parcourue par un muon pendant 2,2 microsecondes. Donc là, il faut appliquer une formule. La distance est égale à la vitesse du muon fois la durée. La durée, c'est 2,2 microsecondes. Et la vitesse du muon, c'est 99,8% fois c. On prendra comme valeur de c 3 fois 10 puissance 8. Ce sera plus simple. Donc il faut calculer la distance que normalement parcourt le muon pendant cette durée-là, à cette vitesse v. Donc on l'appelle d, la distance. Et je vous laisse ensuite, en fonction du résultat, répondre à la question 2. Je vous laisse un petit peu de temps pour chercher.
Allez, je vous laisse 10 minutes et puis ensuite on fait la correction et j'introduirai l'activité suivante qui sera cherchée pour lundi prochain. Bon, allez, je reprends la main pour faire la correction de cette activité sur le muon. Alors, calculer la distance parcourue par un muon pendant 2,2 microsecondes, sachant qu'il va à 99,8% de la vitesse de la lumière. Du coup, D, on a dit que c'est la vitesse du muon fois la durée. 99,8% c'est 0,998 fois la vitesse de la lumière, fois 2,2 microsecondes. Alors, micro 1, c'est 10-6. Et on tombe sur 660 mètres, avec deux chiffres significatifs. J'ai remis sur pause. 660 mètres. Ce qui fait que le fait que les muons parviennent à la surface de la Terre est-il une preuve expérimentale de la dilatation des durées? Si normalement ils ne font que 660 mètres, là où ils sont créés, c'était à 10 km d'altitude par rapport à la Terre. J'ai 10 km là. Donc normalement ils sont pas censés atteindre le sol. Parce que s'ils parcourent que 660 mètres en moyenne, ils s'arrêtent bien avant avoir parcouru les 10 km. Il y avait peut-être une question? Non, monsieur, 99,8%, c'est... Alors non, Sonia. Si tu confonds, quand tu multiplies par 1,998, c'est que tu as une augmentation de 99,8%. Mais 99,8% de la célérité, ça représente moins de C, donc c'est multiplié par un chiffre plus petit que C. J'imagine que c'est bon, tu as dû répondre que c'était bon. Mais ok, ouais. Bon, donc si c'est censé parcourir que 660 mètres, il y a un truc qui est incohérent, parce que comment est-ce qu'on pourrait le capter depuis le sol, où c'est à 10 km de distance, alors que normalement il est censé s'arrêter au bout de 660 mètres. Donc c'est bien une preuve que le temps que je mesure depuis la Terre, c'est pas 2,2 microsecondes, ça doit être plus long, parce que sinon je pourrais pas voir ce muon. La distance à parcourir pour atteindre la Terre est bien plus grande que 660 mètres. Il faut nécessairement plus de temps pour que le muon arrive effectivement jusqu'à la Terre. Et ce temps-là, on va le calculer, justement. Alors, c'est dans la question 3. En tenant compte de la dilatation des durées, calculer la distance que parcourt en moyenne le muon avant de se désintégrer. On prendra bien soin de définir les effets considérés, durée propre, durée mesurée, etc. depuis la Terre. Et puis ensuite montrer qu'on peut effectivement voir des muons qui arrivent à la surface de la Terre. Alors, le 2,2 microsecondes, c'est une durée propre. Et nous, ce qu'on veut, c'est la durée mesurée depuis la Terre. Donc il faut calculer la durée mesurée, delta Tm, avec la formule faisant intervenir ce facteur de Lorentz. La durée propre, c'est 2,2 microsecondes. C'est la durée de vie propre des muons. C'est dans leur référentiel qu'ils ont eu cette espérance de vie-là. Donc je vais utiliser cette formule-là et delta Tp, je vais remplacer par 2,2 microsecondes. Donc 1 sur racine de 1 moins 0,998 au carré, parce que ce calcul-là, V2 sur C2, si je mets le détail, c'est la même chose que 0,998 fois C, donc ça c'est
99,8% de la vitesse de la lumière, divisé par c, le tout au carré. Mais comme j'ai c en haut et en bas, bah ça se simplifie, je me retrouve qu'avec 0,998 au carré. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Quand je calcule ça, je tombe sur une durée bien plus longue. Au lieu d'avoir 2,2 10-6 secondes, je suis à 3,5 10-5 secondes. Ça, c'est la durée de vie mesurée depuis la Terre. Le muon, en moyenne, il a une durée de vie plus longue. Ce qui fait que grâce à cette durée-là, je sais qu'il va à la vitesse de 99,8% de la vitesse de la lumière, et que pour moi, observateur terrestre, je vais le voir pendant une durée moyenne de cette durée-là. Donc je vais multiplier cette vitesse par cette durée pour savoir quelle distance il parcourt pour moi. Donc depuis la Terre, la distance parcourue par le muon, à la vitesse de 99,8% de c, elle va être de v, donc 99,8% fois c, fois delta tm. Quand je fais le calcul, je tombe pile poil sur 10 km. Ça correspond bien à la distance à laquelle se situe la création du muon et la surface de la Terre. C'est pour ça que je vois des muons arriver. Alors, il y en a que je ne vois pas parce qu'ils se désintègrent un peu avant, puis d'autres que je vois et qui vont même plus loin. Donc, le fait de voir des muons à la surface de la Terre, ça ne peut être expliqué que par la relativité. C'est pas possible autrement. Voilà une première une première preuve de cette fameuse dilatation des durées. Le muon en est une preuve. Maintenant, au quotidien, vous utilisez sans doute le GPS ou Google Maps ou je ne sais quoi. Dans la deuxième partie qu'on va pas faire maintenant, il s'agit de répondre à une série de questions qui prouvent que le GPS est obligé de tenir compte des effets relativistes, sinon on n'aurait pas la précision escomptée. Donc je vous laisse chercher cette deuxième partie qu'on corrigera lundi. Et puis vous aurez deux activités à chercher aussi qui sont en lien avec le chapitre d'après. Bon, j'espère que vous arrivez à vous accrocher à peu près à ces notions-là qui sont délicates, parce que la relativité, alors c'est pas un gros chapitre, c'est un chapitre d'introduction à ces notions-là, mais c'est délicat de comprendre. En plus, à distance comme ça doit pas être facile. Allez, je vous souhaite un bon week-end d'ascension. Portez-vous bien, et puis à lundi à 10h10, comme d'habitude. Allez, au revoir à tout le monde. Bye bye.